À minuit, le pouvoir cesse d'être une promesse et devient un calcul. Ce qui semblait n'être qu'une alerte a rapidement révélé une méthode. Institutions verrouillées, médias sécurisés, finances et énergie tenue pour empêcher l'incertitude de se transformer en domination. Cette hypothèse, souvent gagnant au Sahel, s'est enrayée ici. Il révèle la manière dont Ibrahim Traoré lit le temps, la loyauté et la vitesse qu'en quelques minutes décide de tout. Avant l'aube, une règle a changé discrètement. Dans le Sahel, chaque nuit de crise laisse des traces durables, car elle révèle si les institutions tiennent par inertie ou par cohérence. Ce moment au Burkina Faso a fonctionné comme un test de résistance grandeur nature. Il engage la crédibilité de la chaîne de commandement, la confiance de la population et la perception régionale de la stabilité. Au centre de ce carrefour se trouve Ibrahim Traoré, non comme figure symbolique, mais comme gestionnaire d'un risque systémique où l'hésitation coûte plus cher que l'action. Ce qui s'est joué dépasse un événement isolé. Il redéfinit les attentes, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En moins de quelques heures, 1500 commandos ont été déployés là où le pouvoir se fabrique réellement, pas là où il se montre. Ce chiffre n'est pas tactique, il est politique. Il signale redondance, profondeur et fermeture immédiate, des marges d'ambiguïté qui permettent au coup d'État de respirer. Pour comprendre pourquoi cette tentative a échoué, il faut revenir à la grammaire classique des putschs sahéliens. Ils ne cherchent pas à conquérir tout l'État d'un coup, ils visent à le paralyser. Communication brouillée, chaîne de commandement floue, attente imposée aux décideurs. Dans ces heures suspendues, le temps devient l'arme principale. Plus l'incertitude dure, plus l'autorité se dissout. Le complot reposait sur une hypothèse familière. Que la nuit protège, que la surprise désorganise, que la loyauté hésite. Cette hypothèse a mal lu le moment. Les signaux ont fuité trop tôt, transformant le secret en compte à rebours. La vitesse a manqué ensuite. Les leviers décisifs, médias, finances, énergie, n'ont pas été verrouillés à temps. Enfin, le consensus interne n'a pas suivi. Là où le silence était attendu, l'attente est devenue doute. Ce renversement révèle une évolution plus large. Après des années d'instabilité, le coût politique du chaos a augmenté. Les populations ne lisent plus les coups comme des promesses de clarté, mais comme des risques supplémentaires. Cette lucidité modifie les comportements dans les casernes et les ministères. L'obéissance n'est plus automatique, elle devient conditionnelle. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un lecteur attentif des échecs passés. La réponse n'a pas cherché l'effet dramatique, elle a visé la continuité. En fermant l'espace de l'ambiguïté dès le départ, l'État a empêché le basculement psychologique qui transforme une tentative en fatalité. Pour saisir les effets immédiats de cette séquence, il faut quitter les schémas abstraits et suivre un fil humain, celui des institutions au travail sous pression. Dans les premières heures, l'enjeu n'était pas de rassurer par des discours, mais de maintenir des routines visibles. Des bureaux ont ouvert à l'heure, des transactions ont continué, des médias ont émis sans rupture. Cette normalité protégée a produit un signal plus fort que n'importe quelle déclaration. Deux micro-situations éclairent ce basculement. D'abord, dans les centres administratifs, les cadres intermédiaires n'ont pas attendu des ordres contradictoires. Ils ont exécuté des procédures connues, réduisant l'espace de rumeurs. Ensuite, dans les services de sécurité, l'absence de mouvements spectaculaires a limité l'escalade émotionnelle. Personne n'a eu à choisir entre l'adhésion bruyante et la résistance ouverte. Dans ce décor, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef omniprésent, mais comme un point d'alignement. Son rôle a été moins d'incarner que de permettre. En laissant les structures fonctionner, il a transféré la charge de la stabilité vers des mécanismes collectifs. Ce choix a des effets rapides, il réduit la personnalisation du conflit et rend toute contestation plus coûteuse politiquement. L'impact précoce le plus décisif est psychologique. Quand la vie quotidienne continue, l'idée même de rupture perd de sa force d'attraction. Les acteurs hésitants n'y voient plus une opportunité, mais un risque isolant. Cette inertie active crée un avantage silencieux. La continuité visible neutralise la tentation. Le déclencheur n'a pas pris la forme d'un coup de feu, mais d'un pari temporel. Avant, les tentatives de prise de pouvoir misaient sur la lenteur administrative et la confusion hiérarchique. Après, ce pari s'est heurté à une réponse qui a inversé la séquence habituelle. Au lieu d'attendre que l'incertitude se propage, l'État a occupé les points où elle se fabrique. Ce basculement s'est produit dans une fenêtre
être courte, précisément celle que les complots cherchent à exploiter. Le moment décisif s'est joué dans la simultanéité. Des unités ont été positionnées non pas autour d'un homme, mais autour de fonctions. Diffusion de l'information, circulation financière, production d'énergie, continuité administrative. Cette logique a privé l'initiative adverse de ses relais naturels. Là où un coup espère fragmenter, la réponse a superposé. Là où l'ombre protège d'ordinaire, la densité a exposé. En pratique, chaque tentative de mouvement rencontrait déjà une présence, chaque hésitation devenait visible. Au cœur de cette séquence, Ibrahim Traoré a agi comme un chef d'orchestre discret. Il n'a pas cherché à dramatiser l'instant ni à le personnaliser. La décision clé a consisté à traiter l'événement comme un problème de gouvernance, pas comme une scène de confrontation. En choisissant la fonction plutôt que la figure, il a déplacé l'affrontement hors du registre symbolique où les coups prospèrent. Les répliques ont été tout aussi révélatrices. Aucune vague d'arrestations massives, aucune suspension spectaculaire de la vie civique. Les marchés ont continué, les routes sont restées actives, les institutions ont fonctionné sous garde. Cette retenue a fermé un second front, celui de l'opinion. Sans image de chaos, la narration concurrente s'est trouvée privée d'oxygène. Le calme n'a pas été imposé par la peur, mais installé par la prévisibilité. Dans les jours suivants, le mouvement s'est déplacé vers l'intérieur des structures. Des réaffectations administratives ont redessiné les chaînes de commandement. Des responsabilités ont changé de main sans annonce tonitruante. Cette phase, souvent négligée, est décisive. Elle transforme une victoire ponctuelle en consolidation durable. En retirant progressivement l'accès aux leviers sensibles, l'État a neutralisé des réseaux sans créer de martyrs. Cette ligne des événements montre une chose essentielle. La vitesse n'était pas seule en jeu, c'est la séquence qui comptait. En frappant d'abord les conditions, puis les structures et enfin les incitations, la réponse a empêché toute recomposition adverse. Ce qui aurait pu devenir une escalade s'est dissous dans une normalité surveillée. Ainsi, le passage de l'avant à l'après ne raconte pas une démonstration de force, mais une leçon de timing. Quand la réponse précède la narration, la crise perd son pouvoir d'entraînement et c'est dans cet espace maîtrisé que la stabilité a pris racine sans bruit mais avec méthode. Avant l'échec du putsch, les tentatives réussir dans la région exploitent une même équation. Faible densité de force au moment critique, contrôle tardif des médias, accès intermittent aux nœuds financiers et énergétiques. Dans ce cadre, quelques unités suffisent à créer une impression de vide et ce vide attire l'adhésion par défaut. La norme implicite était une réaction graduelle, parfois fragmentée, laissant autant le soin d'éroder la cohérence. Le déploiement de 1500 commandos n'a pas seulement augmenté un volume, il a changé un seuil, passé d'une présence minimale à une présence saturante, modifie la probabilité d'erreur adverse. Là où une poignée d'unités pouvait auparavant espérer ouvrir une brèche, la densité nouvelle supprime l'option du contournement. Le nombre fonctionne ici comme un langage politique, il annonce l'absence de couloir libre. La force ne sert plus à gagner un affrontement, mais à retirer des options. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré se précise. En traitant l'épisode comme un problème d'ingénierie institutionnelle, il a aligné quantité, fonction et timing. Le résultat n'est pas un pic de répression, mais un plateau de prévisibilité. Au-delà d'un certain seuil de densité, de simultanéité et de rapidité, la dynamique bascule, la tentative cesse d'être un processus et devient un événement isolé, sans suite. Une première lecture critique avance que cette réponse rapide n'est qu'un affichage de force coûteux et potentiellement contre-productif. Selon cet argument, la saturation sécuritaire risquerait d'étouffer les institutions civiles, de militariser la gouvernance et de créer, à moyen terme, de nouvelles frustrations internes. Dans des contextes fragiles, trop de présence armée peut être interprété comme un aveu de faiblesse politique plutôt que comme un signe de contrôle. Un second argument soutient que l'échec du putsch relève davantage d'une maladresse interne que d'une stratégie étatique supérieure. Les fuites, la lenteur et l'absence de consensus auraient suffi à provoquer l'effondrement même sans déploiement massif. Dans cette perspective, la réponse n'aurait fait qu'entériner un échec déjà consommé sans
sans modifier fondamentalement les dynamiques de fond. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, les éléments observables nuancent fortement ces conclusions. La présence n'a pas remplacé les institutions civiles, elle les a protégées. Les fonctions administratives ont continué sans interruption, ce qui indique une cohabitation plutôt qu'une substitution. La sécurité a servi de cadre, non de moteur, à la gouvernance. Quant à l'argument de l'échec auto-induit, il ignore l'effet de seuil mis en évidence plus tôt. Les fuites et la lenteur existent dans de nombreux coups réussis. Ce qui change ici, c'est la capacité de la réponse à transformer ces failles en impasse définitive. Sans verrouillage simultané des leviers clés, une maladresse peut encore être compensée par l'audace. Avec ce verrouillage, elle devient fatale. Le rôle d'Ibrahim Traoré se situe précisément dans cet interstice. Il n'a pas compté sur l'erreur adverse pour gagner du temps. Il a agi comme si l'erreur pouvait être corrigée à tout moment. Cette hypothèse prudente explique la densité et la vitesse de la réponse. Elle réduit la dépendance à la chance et augmente la robustesse du système. En somme, la stratégie ne nie pas les risques soulevés par les critiques, mais elle les hiérarchise. Elle accepte un coût immédiat pour éviter un coût systémique plus élevé. Dans un environnement où l'instabilité est cumulative, cette priorisation apparaît moins comme une démonstration de force que comme une assurance contre l'escalade. Ce moment charnière change la lecture de toute la séquence. Si le déploiement massif avait été improvisé, il aurait laissé des vides, créé des frictions visibles ou déclenché des mesures d'exception. Or, rien de tel ne s'est produit. Les mouvements ont été cohérents, les sites choisis parlaient le même langage et la continuité a prévalu. Cela suggère une préparation antérieure, non pour une hypothèse précise, mais pour une classe de menaces. Cette anticipation révèle une logique préventive. Les premières tentatives servent souvent de sonde. Elles mesurent les délais, testent les loyautés, cartographient les failles. Une région immédiatement une barrière complète l'état signale qu'aucune phase d'apprentissage ne sera tolérée. La séquence a été fermée avant même de pouvoir évoluer. Dans cette optique, le rôle d'Ibrahim Traoré se redéfinit encore. Il n'agit pas seulement contre un événement, mais contre une dynamique. La décision n'a pas consisté à punir, mais à retirer l'opportunité. En politique sécuritaire, cette distinction est décisive. Punir réagit au passé, retirer l'opportunité féconde l'avenir. Ces constats intermédiaires expliquent pourquoi les jours suivants ont été silencieux. Le calme n'est pas un vide d'information, mais le résultat d'un espace saturé où aucune évolution alternative ne pouvait se déployer sans confrontation immédiate. La tentative s'est éteinte non parce qu'elle a été vaincue, mais parce qu'elle n'a plus trouvé de terrain pour exister. Pour l'État, la conséquence immédiate a été une restauration de la crédibilité fonctionnelle. Les administrations ont montré qu'elles pouvaient continuer à produire de l'autorité sans interruption, même sous pression. Cette continuité a réduit le coût politique des décisions suivantes, notamment les réaffectations internes. Elle a aussi envoyé un signal clair aux élites. La stabilité ne dépend plus d'arrangements tacites, mais d'une architecture capable d'absorber les chocs. En ce sens, Ibrahim Traoré a consolidé une logique où la souveraineté s'exprime par la fiabilité des processus, non par des annonces. Pour les forces de sécurité, l'effet a été un réalignement des incitations. La densité et la simultanéité du déploiement ont clarifié les attentes opérationnelles. L'ambiguïté, souvent exploitée pour temporiser, a disparu. Les unités ont compris que la carrière et la légitimité passaient désormais par la performance présente plutôt que par des loyautés héritées. Cette clarté réduit les zones grises où prospèrent les calculs opportunistes. Du côté de la population, la conséquence la plus tangible a été la préservation de la routine. Marché ouvert, circulation maintenue, services accessibles. Ces éléments ont transformé la perception du risque. Quand la vie quotidienne se poursuit, la tentation de s'aligner sur l'incertitude recule. Cette normalité surveillée a renforcé un consentement passif mais décisif. Elle a permis à l'autorité de se renouveler sans recourir à la coercition visible, ce qui est rare dans des contextes de crise. À l'échelle de la région, l'impact dépasse les frontières. Les acteurs politiques et sécuritaires ont observé la méthode plus que le message. La leçon n'est pas qu'un coup échoue, mais qu'un script familier cesse de garantir des résultats. En fermant rapidement les leviers critiques, le Burkina Faso a modifié le calcul coût-bénéfice des tentatives similaires.
cette observation pèse sur les décisions futures, incitant soit à la prudence, soit à des stratégies plus risquées. Ces 4 niveaux se répondent. La crédibilité étatique renforce la discipline sécuritaire qui protège la normalité sociale, laquelle à son tour stabilise l'environnement régional. La boucle de curiosité ouverte plus tôt se referme ici. L'enjeu n'était pas seulement d'éteindre une tentative, mais de produire des effets cumulatifs. En orchestrant cette séquence, Ibrahim Traoré a transformé un moment de vulnérabilité en point d'inflexion mesurable. Dans une hypothèse de base, la séquence actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les réaffectations internes se stabilisent, les routines administratives gagnent en prévisibilité et la présence sécuritaire reste ciblée. Le coût politique de toute tentative future demeure élevé, ce qui décourage les initiatives isolées. La stabilité n'est pas parfaite, mais elle est suffisante pour réduire la volatilité quotidienne. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré consolide une gouvernance fondée sur la gestion du risque plutôt que sur l'affrontement, avec des ajustements graduels plutôt que des chocs. Une hypothèse optimiste suppose que cette stabilisation se transforme en levier institutionnel. Les mécanismes mis en place pour la prévention deviennent des standards, améliorant la coordination civile-militaire et la transparence des chaînes de décision. La normalité protégée se traduit par une confiance accrue, permettant des réformes ciblées sans provoquer de résistance immédiate. À l'échelle régionale, l'exemple encourage une lecture plus prudente des stratégies de déstabilisation, réduisant la fréquence des tests opportunistes. La prévention, ici, produit un dividende politique. L'hypothèse défavorable repose sur une mutation des menaces. Face à des leviers désormais verrouillés, des acteurs pourraient en chercher des voies indirectes, pression sociale, fragmentation économique ou exploitation de griefs latents. La stabilité apparente masquerait alors une accumulation de tensions. Sans adaptation, la prévention pourrait devenir rigide, perdant sa capacité d'anticipation. Dans ce cas, la réussite initiale augmenterait paradoxalement l'ingéniosité des contestations futures. La force de la séquence observée tient à sa flexibilité et à son sens du timing. Maintenir cette agilité implique de réévaluer régulièrement les signes discrets, d'ajuster la densité là où elle est nécessaire et de desserrer ailleurs pour préserver le consentement social. Le futur ne dépend pas d'un niveau de contrôle constant, mais d'une capacité à déplacer ce contrôle au bon moment. Ainsi, à 6-12 mois, l'issue ne se joue pas sur un succès passé, mais sur l'apprentissage continu qui l'autorise. La prévention efficace est un processus, pas un état. Plus largement, l'enjeu peut sembler lointain, mais ses effets sont concrets et indirects. La première conséquence tient à la prévisibilité. Quand un état démontre qu'il peut contenir une crise sans rupture, il réduit la volatilité qui pèse sur les échanges, les prix et la mobilité. Cette prévisibilité se traduit par des décisions quotidiennes plus simples. Investir du temps, planifier, se déplacer sans intégrer en permanence le risque d'un basculement soudain. Un second effet concerne la lecture de l'information. Les séquences de crise produisent souvent des récits simplifiés, polarisés, qui saturent l'attention. Ici, l'absence de spectacle a déplacé le débat vers les méthodes plutôt que vers les slogans. Pour le public, cela ouvre un espace d'analyse plus exigeant, comprendre comment le pouvoir s'exerce plutôt que qui l'exerce. Cette exigence améliore la qualité du jugement civique. Le troisième effet touche à la responsabilité partagée. Quand la stabilité n'est pas imposée par la peur, elle dépend davantage des comportements collectifs. Continuer à travailler, à échanger, à observer et à signaler devient une forme de participation silencieuse. Ce type d'engagement est moins visible que la mobilisation de rue, mais il est souvent plus durable. Enfin, il y a un effet de comparaison. Observer une crise contenue sans effondrement invite chacun à réévaluer ce qu'il attend d'un État en période de tension. Non pas la perfection, mais la cohérence. Non pas l'héroïsme, mais la fiabilité. Cette relecture influence la manière dont les sociétés jugent leurs institutions au-delà d'un cas précis. Ainsi, le lien avec le spectateur n'est pas émotionnel au sens classique, il est cognitif, il repose sur une question simple, il devient utile de se demander à quoi ressemble une stabilité crédible aujourd'hui et quel rôle chacun joue pour la maintenir même sans en avoir l'air. Le premier moment consiste à institutionnaliser la prévention. Les autorités civiles définissent des protocoles clairs reliant sécurité, administration et information, avec des exercices réguliers pour tester les délais de réaction. L'objectif n'est pas la démonstration de force, mais la répétabilité.
L'élément se fait par la réduction des temps de coordination et par la continuité des services lors des stress tests. Un deuxième moment consiste à réaligner les incitations internes. Les forces de sécurité et les cadres administratifs voient leurs responsabilités clarifiées et évaluées sur des critères opérationnels actuels. Les affectations sensibles sont revues périodiquement pour éviter la capture de postes clés. Le suivi repose sur des signes simples. Stabilité des chaînes de commandement et absence de vacances décisionnelles lors des alertes. Un troisième moment vise à protéger la normalité sociale. Les ministères sectoriels coordonnent des plans de continuité pour les marchés, les transports et l'énergie. Le calendrier est progressif, priorisant les zones à fort impact. L'élément se fait par la capacité à maintenir les routines sans recourir à des restrictions générales. Un autre moment consiste à gérer la communication sans spectacle. Les messages publics sont factuels, rares et cohérents, évitant la dramatisation. Cette retenue limite la propagation de récits concurrents. L'efficacité s'élémente par la stabilité des comportements collectifs plutôt que par l'intensité médiatique. Enfin, boucler l'apprentissage, les retours d'expérience sont intégrés dans des ajustements rapides sans attendre une nouvelle crise. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré s'ancre. Garantit que la logique d'ensemble reste vivante, adaptée et lisible. La prévention cesse alors d'être une réaction et devient une capacité durable. Évaluer dans le temps cette corriger sans bruit, le motif revient discret mais décisif, la normalité protégée, ce qui au début semblait anodin, des bureaux ouverts, des marchés actifs, des procédures suivies. Ça se révèle être le cœur de la victoire. La stabilité n'a pas été proclamée, elle a été vécue. Et c'est précisément cette expérience quotidienne qui a refermé l'espace de la rupture. En filigrane, l'évolution d'Ibrahim Traoré éclaire ses choix. Non pas l'image d'un pouvoir qui s'impose par l'éclat, mais celle d'une autorité qui s'installe par la cohérence. En refusant le spectacle, il déplace l'attention vers ce qui compte quand la pression monte, la fiabilité des mécanismes, la lisibilité des décisions, la continuité des gestes ordinaires. Cette retenue a produit une émotion particulière, moins bruyante que l'enthousiasme, plus durable que la peur, la confiance. Le rappel au motif initial n'est pas nostalgique, il est opératoire. La normalité n'est pas un décor, c'est un instrument politique. Quand elle tient, elle rend la contestation coûteuse et la manipulation visible. Quand elle s'effondre, tout devient négociable. La phrase qui s'impose alors comme un clou final tient un peu de mot. La stabilité s'éprouve en silence. Et ce silence là, loin d'être vide, apporte le poids d'une décision collective assumée et maintenue dans le thème. Cette histoire ne se termine pas par une certitude, mais par une invitation. Ce qui se joue au Burkina Faso de passer un épisode nocturne ou un nom propre. Il interroge la manière dont les sociétés d'aujourd'hui évaluent la stabilité, la légitimité et l'écoute du désordre. L'expérience observée suggère qu'un État peut tenir sans s'enfermer, agir sans effrayer et défendre sa continuité sans confondre autorité et brutalité. Plus largement, l'enjeu n'est pas d'adhérer à un modèle, mais de questionner ses critères. On peut aussi se demander à quel moment une réponse paraît proportionnée. On peut chercher où se situe l'équilibre entre vigilance et liberté, et l'on peut distinguer une stabilité authentique d'un simple silence impose. Ces questions n'appartiennent pas à un seul pays ni à une seule région. Ibrahim Traoré n'est ici qu'un point de départ pour une réflexion plus large sur la transformation des logiques de pouvoir dans des contextes sous pression. Le véritable sujet, c'est la capacité collective à apprendre des crises sans les répéter. La discussion reste ouverte. Partager, débattre, confronter les lectures permettent de dépasser le réflexe du slogan. Non pour trancher, mais pour mieux comprendre comment aujourd'hui la dignité politique se construit et se protège jour après jour loin des projecteurs.